n'y avait pas de contenu où tu pouvais te rapprocher de clubs comme ça, te personnifier, t'associer à des joueurs. Ce que tu peux faire en NBA, ce qu'ils font très très bien, est-ce qu'on n'a pas en France beaucoup. Même toujours aujourd'hui, il y a des clubs qui se sont inspirés et qui ont essayé de faire des choses, mais pas encore au niveau de ce que vous proposiez. Et c'était super novateur. C'est ce que certains clubs font maintenant il y a 15 ans. Et Ouais, ça me fait toujours un coup de vieux de me dire: «Putain, vis mon match, ouais, c'était il y a 15 ans». Alors faut mettre des bémols, il faut faire très attention parce qu'il y a quand même eu des gens qui ont fait des choses à différentes époques dans différents clubs. bien Donc sûr. Non, mais tu vois, même aujourd'hui, parce que moi, je veux pas enlever tu vois, le crédit aux gens, et t'as cité Nicolas tout à l'heure. de Virieux, ouais. Ouais, je pense que c'est important aussi parce que c'est vrai qu'il a fait plein de choses, mais il faut remettre dans le contexte. Aujourd'hui, on a Twitter, on a YouTube, on a des iPhones qui permettent d'enregistrer en 3 secondes avec une super bonne qualité, des logiciels où en faisant pam pam pam, tu peux faire ce que les gens font aujourd'hui par rapport à ce que vous pouviez faire. Bonjour le chat. Ouais, j'étais en train de regarder ce qui se passait avec mon chat. Ouais. Par rapport à ce que Marty, vas-y continue, vous hein. faisiez, Marty vous, est à l'époque de montage vidéo avec les logiciels en 2008, il faut aussi se rendre compte que en termes de ce que ça demandait, c'était pas mal, quoi. ouais, non, enfin, oui, faut pas être faussement humble. Effectivement, on était en avance quand même, il y a pas photo. Moi, ce dont j'ai souvenir, c'est qu'on est rapidement la page Facebook la plus suivie de France, Mm. ce qui était complètement, ahurissant. Pour le club de Poitiers, Poitiers. voilà, Ouais. Poitiers, tout le monde s'en fout, aucune histoire et pour autant, on était rapidement un des clubs les plus suivis. Je suis désolé, je suis obligé de faire, tomber le chat à chaque fois qu'il remonte sur le Pas bureau. de problème. Et effectivement, on a fait des trucs où avec le recul, à l'époque, on s'en rendait pas spécialement compte. Avec le recul, je me dis: «Mais putain, il y a 15 ans, on arrivait à faire, alors qu'à l'époque, il y avait des débats, hein, sur, avec Tommy. Est-ce qu'on filme en 16/9 ou est-ce qu'on est en 4/3? Enfin, des trucs qui aujourd'hui sont complètement réglés, mais on a connu toutes ces étapes-là. Ouais, ouais, Donc après, les petits bémols que je voulais mettre, c'est que, moi, j'ai aussi été, j'ai très été inspiré par la culture américaine parce bien que sûr. je suis allé un certain nombre de fois aux États-Unis, je parle couramment anglais et je suis très proche de cette culture. Donc forcément, je suis très inspiré par la NBA, mais j'ai aussi été inspiré par certaines initiatives en France, donc il y a toujours eu des choses qui se faisaient en France. Après, c'est vrai que Poitiers, à cette époque-là, on a pris une certaine avance. Et là où je mets mon deuxième bémol, c'est qu'il n'y a pas que moi, en fait, hein, c'était toute une équipe. Non, non, Ce dont je suis assez fier, c'est que je pense que je suis le gars qui a ouvert des portes. C'est-à-dire qui a dit, allez, vas-y, on s'en fout, c'est possible, on le fait. Et j'ai pris pas mal de portes dans la gueule quand même au début, parce que non, mais faut pas faire ça. Vis mon match au début, le coach en voulait pas, hein, par exemple, hein, parce que dans les cultures d'entraîneurs, c'est pas toujours facile à gérer. de faire accepter qu'on veut. Et avec le recul, je pense que aussi saugrenu que ça puisse paraître, Vis mon match a participé à la cohésion du groupe et au fait que les joueurs se rendent compte qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Parce qu'en fait, il y avait une série qui racontait toute l'histoire en ne montrant pas que un ou l'autre, mais en montrant tout le monde. Mm. Et avec le recul, je me demande si ça n'a pas joué un rôle. C'est pas le rôle principal, bien sûr, hein, après, il y a tout ce qui se passe. Mais je me demande si ça n'a pas joué un rôle, ça n'a pas participé à un cercle vertueux, en fait. Mm. Je comprends. Donc, moi, je suis content d'avoir ouvert des portes. Et ce dont je suis hyper content, c'est que je suis plus au PB depuis 2014. Et donc, ça fait quand même un petit moment. Et que pour autant, le PB qui est en N1 aujourd'hui, eh ben, c'est le seul club de N1 qui diffuse ses matchs en direct sur Internet. J'ai rien à voir avec ça, c'est eux qui se démerdent tout seuls. Mais donc, quand tu parlais d'une culture tout à l'heure, je pense que je suis pas humble du tout sur ce truc-là parce que bah, c'est la réalité. Mais je pense que je fais partie de ceux qui ont créé une culture qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent le relais, qui sont très bons, qui font des trucs nettement mieux que ce qu'on faisait à l'époque parce que bah, tout a progressé. Et puis voilà. Mais Les outils sont meilleurs. Enfin, il y a plein de Tommy points de vue. Humbert, je suis pas sûr que s'il n'avait pas eu l'occasion avec le PB, il aurait fait le chemin qu'il a fait ensuite. Et aujourd'hui, c'est le mec qui filme le mieux le basket en France et qui filme le basket bien mieux qu'une partie des reporters qui suivent la NBA. Son seul problème à Tommy, c'est qu'il parle pas anglais. Sinon, je pense qu'il serait déjà aux États-Unis en train de bosser pour la NBA.
Donc Tommy, pour ceux qui connaissent pas, il a fait la série documentaire sur Evan for Real, et puis il fait toutes les web-séries sur l'équipe de France. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi un truc qu'on a lancé. Yes. C'est une porte qui a été ouverte aussi. Et puis il y a Paul Auboin, par exemple, que personne connaît trop aujourd'hui, mais qui bosse au PB, qui est le community manager. Et pour de la N1, le mec, c'est une Rolls Royce, quoi. Enfin, il est hyper fort. Et Ouais. donc, je pense que ça fait partie des trucs qui me font plaisir avec le recul de me dire, bah moi j'ai bougé plein de trucs à l'époque, j'ai probablement saoulé des gens, j'ai probablement été trop insistant parfois, j'ai dû être relou, hein, mais en fait il en reste quelque chose, il reste cette culture qui fait qu'à Poitiers ça a bougé. Et après je te disais, je sais pas si l'émission avait déjà commencé ou pas, mais je suis reconnu parfois dans les salles ou même sur Twitter par des vidéastes. L'autre jour, je demande à une vidéaste de Cholet si je peux récupérer ce qu'elle a filmé pendant un match. Et elle me dit, ah bah avec plaisir, et puis ça me fait plaisir que tu félicites mon travail parce que je te suis depuis mon match et tout ça. Euh, ça me fait quand même un peu bizarre, tu vois. Enfin, je me dis, cool, j'ai pu faire partie des gens, comme Nicolas Devirieux l'a été pour moi, et puis plein d'autres. Alors, pas des gens qui font tomber des trucs dans ton appart, C'est pas mais moi. mais, mais des gens qui ont pu lancer une dynamique sur ce truc-là, quoi. Donc aujourd'hui, ouais, quand je Ouais. vois que les clubs ont quand même nettement progressé, je suis hyper content. Je trouve que c'est vraiment très cool. Il y a une vraie dynamique positive. Ouais, alors après, il y a encore plein de choses à faire, hein, donc voilà, faut pas trop me pousser dessus parce que, donc tu disais tout à l'heure, on faisait mieux qu'aujourd'hui. Pas forcément, il y a quand même des clubs aujourd'hui qui font j'ai vu des trucs très classe côté Dijon. Non, mais Euh, je parlais pas de. Je parle de la moyenne. Si tu prends la moyenne des clubs, tu vois, il y a quand même des clubs qui fournissent pas beaucoup de contenu par rapport aux moyens qui sont à leur disposition. Tu vois, je pense qu'il y a, il y a. Alors, ouais, pour te rejoindre, si on doit faire une critique, attention, critique, ça veut pas dire on est négatif et tout ça, ça veut dire une analyse, on va dire. Ou si on doit faire une critique de la com basket aujourd'hui, déjà, ça a beaucoup progressé. Après, en JP Elite, je pense on a une classe très disparate. La moitié des élèves sont des élèves plutôt bons, l'autre moitié sont des élèves plutôt très mauvais. Donc, je citerai pas de nom de club, mais c'est vraiment dommage qu'il y ait une telle disparité. Je suis Mais d'accord. après, il y a quand même. Donc, il y a plein de clubs qui font des trucs quand même vraiment bien. Le truc qui manque, c'est qu'ils vont pas un peu plus loin dans le storytelling. C'est ce qu'on a fait au PB86. On a réussi à, à, à transmettre aux gens la bonne humeur de Cédric Gomez, qui à une époque était reconnu dans toutes les salles où il allait jouer, était une petite star, alors que Cédric Gomez, c'est pas non plus le meilleur joueur de l'histoire du basket français. Mais il avait ses qualités sur le terrain et puis aussi des qualités humaines En dehors. au-dessus de la moyenne. Et donc, ça, c'est pas, il n'y a pas qu'à Poitiers que ça se passe. Aujourd'hui, cette année, moi, je suis ultra frustré quand je vois l'Asvel, qui a une équipe que je trouve remarquable, qui est en Euroleague. Remarquable pourquoi? Parce que si tu compares à Monaco, par exemple, en Euroleague, tu as une équipe de G-League d'un côté, c'est-à-dire des Ricains qui viennent de partout à Monaco, et tu as moyennement envie de les suivre parce que tu t'identifies pas au club. Et de l'autre côté, tu as l'Asvel où, moi, c'est top, quoi. C'est ce que je veux comme équipe. Il y a Ouais. plein de joueurs français, des joueurs que tu suis depuis longtemps, que tu as envie de voir réussir, des jeunes en espérant que Victor Wembanyama trouve un peu plus sa place, des ricains d'expérience mais qui jouent pour le collectif. Bon, bah, c'est génial. Tout ce qui manque à Lasvel, c'est que merde, pourquoi vous racontez pas plus l'histoire? Il y aurait une série sur Lasvel dans un format internet et tout, mais moi je regarderais tous les épisodes, je kifferais. Et on pourrait faire découvrir des personnalités et que les gens s'attachent encore plus aux joueurs. C'était la réussite du PB à l'époque. On se retrouve, je sais plus au bout de combien de saisons en JP Elite. Ouais, non, c'était même pas JP Elite, en Pro A à l'époque. Et je donne toujours cette anecdote. On joue contre Cholet aux arènes à Poitiers, donc dans la grande salle. Il y avait deux salles et c'était la plus grande des deux. On venait de faire 10 défaites de suite. Et c'était un match à Noël. Et à l'époque, c'était le début des matchs Noël. On ne savait pas si ça attirait du monde ou pas. Et on a fait guichet fermé dans une salle de 4500 places, qui était beaucoup pour Poitiers, alors qu'on venait de perdre 10 matchs de suite. Et bah, pourquoi on a fait guichet fermé? Je pense qu'une des raisons, c'est qu'on avait réussi à humaniser l'équipe et que les gens se disaient pas ils ont perdu cette bande de connards, ils se disaient oh les pauvres ils ont perdu, il faut qu'on aille les soutenir pour qu'ils gagnent. Et ça c'est parce qu'on a réussi à créer un lien entre les joueurs et les gens qui les regardaient. Et voilà, c'est ce que je regrette le plus aujourd'hui, c'est que euh, aujourd'hui moi en Betclic, je suis le club du Mans parce que je bosse avec eux, donc je connais les joueurs, donc j'ai envie de voir ce qu'ils font et comment ils réussissent. Mais je les connais surtout parce que je bosse avec eux. Ouais. Donc même Le Mans pourrait faire mieux en termes de storytelling. Mais voilà, il n'y a pas d'autre équipe qui a réussi à m'accrocher en me racontant un peu l'histoire des gars et
me créant de la proximité avec ces mecs-là. Et bon, ça, c'est un vrai Mais regret. surtout que je parlais avec ça avec Lucas Nico qui commente la Betclic Elite maintenant, qui me disait mais même Eli Okobo, il a une histoire où il est allé en NBA, il a galéré, il est revenu. Enfin, c'est t'as un mec comme ça qui revient, qui à Lasvel. Enfin, il y a plein de choses à raconter. Et là, c'est vraiment un cas d'un mec qui a vécu plein de choses. Mais il y en a plein qui ont vécu plein de choses. Tu parlais de Cédric Gomez, mais même dans des plus petits clubs, t'as des gens qui ont des parcours fantastiques Mais dans tous les clubs. Et dans puis tous les surtout clubs. des personnalités. Enfin, Bien nous, sûr, il y avait Yann De Veat à l'époque, tu as dû connaître bien sûr. par, ton passé poids de vin, on va dire. Yann De Veat, c'était pas non plus le meilleur joueur du monde, mais par contre, c'était un mec super. Comme il y a dans plein de clubs, hein, les pivots qui font le sale boulot, il y en a partout. Hein. Ouais, ouais. Et qui était plutôt pince sans rire, qui avait une vraie personnalité. En fait, c'est un mec qui bosse à Beansport qui m'avait fait la remarque à l'époque. Il m'avait dit on n'avait pas vraiment fait exprès, mais nous, on s'était intéressé aux joueurs et on avait essayé de voir ce qu'ils ont à raconter. Et il m'avait dit à l'époque, donc il était à Canal à l'époque, Florent Aubert, il s'appelle. Il m'avait dit c'est génial, vous avez réussi à créer des personnages. C'est-à-dire en faisant ressortir certains traits de caractère. Mhm. On avait Pierre-Yves Guillard, un peu paysan, le beau gosse paysan. Parce que Pierre-Yves, on est allé chez ses parents, on voyait, il vient d'un milieu agricole. Et il a toujours eu un peu de difficulté parce que c'est pas facile de venir d'un milieu agricole. Et il était un peu beau gosse et tout ça. Et donc il y avait la contradiction. Si tu regardais que Pierre-Yves Guillard les soirs de match, tu pouvais te dire, ouais, pour qui il se prend, le beau gosse et tout. Si tu connais l'histoire globale, C'est fou tu son comprends histoire. comment on peut compenser un peu. Et alors ce mec-là, bah, il a été découvert, je crois, par ton père. Et la C'est première ma année, maman, ou ta mère, ouais, exactement. voilà. Je lui rends hommage d'ailleurs. C'est ma maman qui a découvert Pierre-Yves Guillard, qui jouait pas au basket, qui lui a dit mais dis donc, tu serais pas mauvais toi au basket, viens voir. Et il a une Et le histoire, mec, il c'était a une un histoire de peintre. Hein. fou. C'était impossible qu'il devienne basketteur. La Ben, première il année, je crois, disait, il apprend juste à faire des layups ils tout ont seul dit, dans ils un. l'ont mis à côté du panier, hook à droite, hook à gauche. Juste à tirer tout seul, il pouvait pas s'entraîner avec les autres. Mais il a fait une carrière en pro. Il est Et arrivé en pro. aujourd'hui, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs de l'histoire du PB86. C'est ouf comme histoire. Une stat pro bowler. Stade pro voleur. C'est important d'avoir la stat pour raconter le truc. Bien sûr. Mais voilà, et donc, tu vois, on a réussi à chaque fois à raconter les histoires. Et effectivement, quand tu dis Elio Kobo, bah aujourd'hui, si tu n'as pas regardé sur LNB TV après avoir créé ton compte et tout ça, bref, si tu n'es pas déjà fan de basket, tu passes complètement à Tu côté trouves du pas. fait qu'il y a Elio Kobo en France. Hmm. Alors que pour moi, sur le début de la saison, là, c'est un peu moins fort, mais tu me diras l'autre aussi. Je voulais le comparer. Pour moi, sur le début de la saison, il est meilleur que Mike James. Et donc, on fait tout un foin sur Mike James. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le meneur de Monaco, qui a Le joué à Moscou et tout millionnaire, ça, voilà, blablabla. qui a joué en NBA et tout, c'est un peu le James Harden du basket français, dans tous les mauvais côtés. Et donc, début de saison, il est Kobo, il a plus d'impact que Mike James. Il est plus, bon, il perd pas mal de balles, mais je trouve qu'il est plus efficace dans le collectif. Il implique les autres. Et putain, c'est un Français qui a été formé en France à Pau. Je me demande s'il n'était pas à Bordeaux avant Pau, ou je sais plus quel est Bordelais exactement son d'origine, parcours. ouais. Et un mec sympa, un mec beau gosse, un mec qui joue bien au basket. Beau gosse, je le dis parce que globalement, le package pour faire que ce mec qui est bankable, il y a tout. Et voilà. Et ce mec-là, bah en fait, qui sait qu'il est en France en ce moment. Je suis même sûr que je suis pas sûr que les fans de basket NBA qui passent leur journée à regarder les vidéos de trash talk Sache sur qu'il YouTube soit rentré. sachent qu'il y a Eli Okobo qui est en France. C'est Alors possible. que et on a rarement vu un mec qui arrive comme ça, qui débarque en Europe et qui casse l'Euroleague, quoi, quand même. Hein. Ouais. Donc, bon, voilà. Effectivement, il y a un problème de narration. Et le problème, je pense que c'est que tout le monde se rejette la balle. Donc, la Ligue, à mon avis, dit bah non, c'est à la télé de raconter ces histoires. La télé, elle en a rien à foutre du basket, donc elle raconte pas les histoires. Parce que tu as vu, on n'arrive pas à vendre les droits à télé et tout ça. Et le club se dit bah c'est à la Ligue ou la télé. Et en fait, tu y arriveras jamais si tu fais comme ça. Ouais. Et moi, je suis là-dessus, j'attends plus de Tony Parker. Voilà. Et j'attends plus de Tony Parker parce que Tony Parker, il a fait la meilleure carrière de l'histoire du basket français. Il Sans va aucun falloir doute. des décennies avant que quelqu'un fasse mieux, à tous les niveaux, équipe de France et tout ça. C'est un super dirigeant, il fait du travail d'enfer avec l'Asvel. Donc, ça, c'est toute l'admiration que j'ai pour Tony Parker. Il n'est pas encore assez bon. Il a une boîte d'audiovisuel, je ne sais plus comment ça s'appelle, Infinity Nine Media ou je sais pas quoi. Il a les outils. Putain, Tony, va au bout du truc, quoi. Là, tu peux faire mieux. Et,
Qui je suis pour donner. Non, mais je m'en fous de personne pour donner. Non, mais Tony Parker, voilà, il est super fort. L'autre jour, j'ai vu sur Instagram, il partageait, non, sur LinkedIn, il y avait un making-of d'une série qui a été faite sur son écurie, enfin son truc de cheval. Ouais. Et j'ai répondu, mais pourquoi il n'y a pas ça sur le Lasvel en basket, quoi? Ouais. Alors j'imagine que c'est parce que c'est la chaîne télé qui a produit le truc. Mais putain, faites-nous une série sur Lasvel et pas une série diffusée sur je sais pas quelle chaîne. Mettez-la sur YouTube que tout le monde puisse voir et puis voilà. Ouais. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule, je m'en vais. Je sais qu'il s'est battu pour... parce qu'on parlera des droits de télé, c'est encore un autre sujet, mais je sais qu'il s'est battu pour que ce soit... pour que l'équipe diffuse... L'OL, d'abord, il a trouvé, je crois. C'était d'abord l'OL TV. Pour Ouais. que... Putain, mais... On avait un super début de saison, et t'as l'impression que depuis qu'ils ont récupéré le droit télé, ça marche moins bien. Mais c'est dommage, surtout que après 2000, il y avait une grande polémique dans le monde basket français en disant « Attends, fais médaille au jeu, et derrière, on capitalise pas dessus, on refait les Jeux Olympiques, on a une super équipe, on arrive, tout pareil, super, on est à ça de les taper, et derrière, on refait la même chose. La même chose. » Ouais, mais pour moi, c'est que à chaque fois. Alors, sur 2000, il serait intéressant, je sais pas s'ils auront envie de parler, mais de demander aux gens de la Fédé quand même. Parce que je vais être obligé d'avoir un devoir de réserve. Au passage, si vous avez regardé pendant que tu parlais, j'ai bu, je m'en suis mis partout. J'ai vu. Ça intéresse les gens. Alors ma nièce m'a offert ce truc-là pour boire mon thé pendant les fêtes et je maîtrise pas encore tout à fait le. D'accord. Voilà. Non mais faut assumer, tu vois, plutôt que de dire ah, il en a bu partout. Bon, mais voilà. il l'a pas dit, il a fait comme si de rien n'était. Non, j'en ai mis partout, c'est clair. Non, moi j'ai eu des échos comme quoi en 2000, il y a quand même eu des trucs de tentés, mais qui avaient quand même. Les joueurs n'ont pas tous joué le jeu aussi bien qu'ils auraient pu. Voilà. Bon, donc, mais pour autant, le travail n'a pas été suffisamment fait, on est d'accord. Ouais. Et là, bah, je pense que la Fédé, quand même, s'est saisie et il faut qu'on en parle tout à l'heure, il faut que tu te le notes, mais de tout ce qu'on a pu faire et de ce qui est maintenant en place à la Fédé autour de l'équipe de France, ça existe nulle part en Europe. Hein, et c'est à peine. C'est ma question d'après. Ouais. Mais donc, je pense qu'à chaque fois, il faut que tout le monde se saisisse et se dise comment moi je fais quelque chose pour valoriser le truc. Parce que c'est bien beau de faire des interviews dans l'équipe et de dire ah ouais, on ne médiatise pas assez, ah ouais, machin bidule. Non, vous arrêtez les gamins. Maintenant, il y a tous les réseaux sociaux disponibles pour tout le monde. Vous pouvez tous faire du marketing et toucher un énorme public avec des investissements assez légers. Excuse-moi, je passe souvent du coq à l'âne, mais parce que les choses sont liées. Tout est lié. À Noël, j'étais avec mes nièces à Noël et je leur fais une blague, je leur dis écoutez, moi je vais me lancer, je suis sûr que je vais percer sur TikTok. J'avais un compte TikTok, je suis TikTok depuis longtemps parce que c'est la plateforme qui monte et mon métier c'est le marketing digital, donc je suis obligé de comprendre comment ça marche. Le concept est super intéressant en plus, mais bon, ça c'est un autre sujet. Après, ça pose, comme le reste, des questions sociétales sur l'addiction au smartphone et tout ça, mais effectivement, le concept est assez. Si tu veux si tu veux casser le marché, c'est brillant leur idée, mais bon, c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Et je dis à mes nièces, je vais me mettre sur TikTok. Et le 24 décembre, vous pouvez regarder, ma première vidéo, elle est du 24 décembre. Avant, j'avais des vidéos de mon chat juste pour m'amuser. Mais j'ai tout enlevé, j'ai dit, je vais le faire sérieusement pendant un mois. Le 24 décembre, je me suis mis sur TikTok. Le 15 janvier, depuis, je poste plus rien. Et j'avais 15 000 abonnés et 2 millions de vues sur mes vidéos. Et en fait, ça ferait de moi, si j'étais un club de basket en France, peut-être le 3e club le plus vu. Moi, du con, avec son smartphone chez lui. Donc, bon, voilà, c'est pour te dire qu'à un moment, c'est une question aussi de volonté et d'identification par les clubs qu'il y a besoin de faire ça et d'y mettre les moyens et pas de se dire, en fait, c'est relou, on fait du TikTok, mais ça sert à rien. Parce que souvent, ça fait partie de l'investissement qui fait que tu as une communauté autour de ton club ou autour de ton sport. Et là, le problème qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est l'absence de communauté autour du basket qui fait que, comme il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de télé qui achète parce qu'il n'y a pas de gens qui prennent des abonnements quand les télés achètent. Mais ce rôle de créer la communauté, c'est le rôle de tout le monde. Donc des joueurs, des clubs, des entraîneurs, des dirigeants de la Fédé, des dirigeants de la Ligue, et puis après des chaînes de télé. Et les chaînes de télé sont là pour faire des thunes. Donc si ça marche pas et qu'elles veulent faire un truc moins cher, on peut pas leur reprocher. C'est comme les gens qui disaient pendant ce temps-là, non mais regardez l'équipe, ils diffusent le biathlon. Mais pourquoi ils diffusent le biathlon, l'équipe ?
Parce Il y a des gens que qui regardent. parce qu'il y a une communauté autour et qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais. regardent et que bah, ils ont acheté le basket et que c'était pas pareil. Et Et alors, que et tu fais bien de le dire. Et donc, ça veut dire qu'il y a un autre maillon du système, c'est le fan de basket. Il y a très longtemps, j'ai vécu une expérience où j'ai collaboré avec un magazine sur le basket féminin, créé par Antoine Mariotti à l'époque. OK. Et je faisais la rubrique internet parce qu'à l'époque, avoir un site internet, ça méritait un article, tu vois, c'était super moderne et tout. Et bah, à l'époque, je me rappelle que on faisait le point sur les ventes. Les basketteuses de LFB n'achetaient pas le magazine. Bah, venez pas nous dire que vous n'êtes pas médiatisé. Si même vous vous intéressez même pas aux médias qui essayent de vous booster, tu vois. Et donc, quand tu parles de l'équipe qui diffuse le basket, bah, ça devrait être un devoir de tous les fans de basket. Oui, bah, ok, c'est Limoges et t'aimes pas Limoges, t'es un mec de Pau, mais tu regardes le match. Parce que c'est un moment, si tu veux que ton sport prenne un peu d'envergure, il faut aussi consommer ce qui est produit dessus. Ouais. Donc voilà, tout le monde a un rôle à jouer. Et en fait, au lieu de jouer son rôle, tout le monde pointe du doigt un autre truc qui serait mieux et qui devrait être fait. Tu vois. Et ça, c'est un peu saoulant. Donc moi, je prends ma part. Hein, voilà. J'essaie de faire des choses. Non, mais c'est trop facile de juger les chaînes de télé, c'est trop facile de juger. C'est un groupe, de toute façon. Tu disais, tout est lié. Moi, je suis pas déterministe. Je pense pas que tu dises, mais il faut faire ça et ensuite ça règle tout. Tout le monde a des petits pas à faire. Et Johan Janot, que j'avais au téléphone il y a pas longtemps, dans le podcast, il disait, moi, mon objectif, c'est que la France, elle soit championne olympique. Moi, d'arbitrer tel match ou tel match, au final, au fond du fond, on s'en fout. Mais ce que j'ai envie d'améliorer, c'est la communauté, c'est qu'on joue mieux, c'est qu'on arbitre mieux les petits pour qu'on ait des meilleurs joueurs et qu'on soit champion olympique. Voilà, c'est l'idée générale. Et donc tout le monde, pour ça, doit jouer sa part. C'est comme l'environnement, c'est pareil. Pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde joue sa part. Alors c'est trop facile de Ouais, dire les politiques qui mettent pas de règles. Oui, mais à ton niveau, tu peux aussi. Voilà. Et puis après, voilà. c'est une boule de neige et c'est vertueux. Donc, faut faire comme Guillaume Althofer et limiter ses déplacements. Je dis ça parce que j'ai regardé le podcast. Oh putain, j'ai ma lumière qui arrête pas de tomber. Ouais, Guillaume, il m'a dit qu'il imite pas tant que ça, hein, mais il a limité par rapport à ce qu'il faisait, je pense. Ouais, voilà, il essaye. Faut commencer. Et puis, c'est des habitudes qu'on prend après. Exactement.